Bonjour, bienvenue dans la série sur l'énergie. Alors la formulation que nous avons vue de la mécanique quantique jusqu'ici est parfaite, elle est très générale, mais elle a quand même un petit souci, c'est qu'elle est idéale pour décrire un nombre donné de particules, un nombre fixé. Par exemple, elle permet de décrire l'état quantique d'un électron, ou de 2 électrons, ou 3 électrons, mais toujours un nombre bien déterminé de particules. Or, l'expérience montre que si l'énergie est suffisante, cela conduit à la création de particules. L'exemple le plus flagrant, c'est les photons, c'est-à-dire la lumière, qui sont émis par des corps chauds, par des lampes, simplement, lampes à filament ou des lampes des LED par exemple, ou qui peuvent être absorbés, telles que par une plaque photographique, induisant lors d'une réaction chimique au niveau du nitrate d'argent, ou bien émettant un électron dans un capteur CCD de caméra numérique actuelle. On peut montrer facilement que de telles particules créées ne peuvent pas préexister à l'intérieur des autres particules. D'abord, pour un simple argument énergétique, un électron peut émettre de nombreux photons et il ne voit jamais son énergie diminuer. D'autre part, le principe de la détermination fait qu'on ne peut pas confiner une particule à l'intérieur d'une autre particule extrêmement petite. C'est à tel point que si on essaye d'améliorer la théorie que nous avons vue en incluant la relativité, par exemple l'équation de Schrödinger pour décrire des électrons mais à un niveau relativiste, cela conduit à l'équation de Dirac, cela conduit à des inconsistances, à des anomalies qui correspondent en fait aux situations où des particules peuvent être créées. Donc on a besoin d'un formalisme qui permet de décrire un nombre variable de particules. La solution, c'est de passer à la quantification des champs. Alors les champs, c'est exactement comme ceux que nous avons vus, champs électriques, champs magnétiques, etc. Tous ces champs ont des modes d'oscillation, ce sont les ondes électromagnétiques par exemple. Et c'est un peu comme une chaîne de ressort. Un champ, c'est un peu comme une chaîne de ressort, des petites masses reliées par des ressorts. Ainsi, une chaîne infinie de ressorts, et ces ressorts peuvent varier en longueur et osciller. Et ainsi, les vibrations peuvent se propager le long de cette ligne, qui peut être aussi à 3 dimensions, pas seulement une ligne, et une excitation quelconque peut se propager à travers la chaîne de ressorts. Ce n'est qu'une modélisation, mais qui marche bien, et évidemment, pour représenter un champ physique, on va faire tendre les ressorts vers une distance nulle pour avoir une infinité de petits ressorts, de petites oscillations, et on fait tendre les masses vers zéro tout en gardant la densité constante. On applique alors les règles de la mécanique quantique pour quantifier un tel système, et ce qu'on découvre alors, c'est que les excitations du champ ou de notre chaîne de ressorts deviennent alors l'équivalent de particules. Par exemple, pour une masse nulle, on trouve qu'on a des excitations d'énergie h nu, h fois la fréquence, comme nous l'avions vu. Et c'est quantifié. On peut avoir une excitation, 2 excitations, 3 excitations, etc., correspondant au nombre de particules. Et comme le nombre d'excitations peut varier selon les sollicitations, on a tout naturellement un nombre variable de particules. Cette méthode, qui est assez élaborée d'un point de vue mathématique, marche très bien. Ainsi, par exemple, la quantification du champ électromagnétique conduit aux photons, les particules de lumière, et l'équation de Dirac, pour la formulation relativiste de l'électron, conduit, où la fonction d'onde que nous avons vue est dans ce cas vue comme un champ classique,
cette fonction d'onde, elle est quantifiée et donne les électrons, mais aussi d'ailleurs les positrons, les électrons de charge positive, c'est-à-dire les particules d'antimatière. Et on peut faire de même avec d'autres particules pour lesquelles on associe des champs, ce n'est pas très difficile. Alors, rappelons la relation que nous avions vue. Delta E fois delta T est supérieur ou égal à H sur 2pi. C'est-à-dire le principe d'indétermination pour l'énergie et pour le temps. Ce principe implique que si le temps du processus est très court, alors il y aura une forte incertitude sur l'énergie. Celle-ci peut être très grande. Si l'énergie, au départ, est petite, cela implique, E égale H nu, des fréquences petites, donc des oscillations très lentes. Les processus sont lents et delta T est grand, et donc l'incertitude sur l'énergie petite. Mais si on a, par exemple, des collisions de particules qui se heurtent avec une énergie considérable, dans ce cas-là, la collision est très brutale, très courte. L'énergie très grande correspond d'ailleurs à des fréquences extrêmement élevées, des longueurs d'onde très très petites, et donc l'interaction est très très courte. Et donc on a une grande incertitude sur l'énergie. Et si delta, l'incertitude, dépasse mc carré, pour une certaine masse, pour une particule donnée, un électron par exemple, alors cette énergie peut se manifester sous la forme d'une excitation du champ, sous la forme d'une particule. Et la collision peut donner de nombreuses particules. Et c'est effectivement ce qui est constaté. Notons que la formalisation mathématique de tout ça est très précise, très rigoureuse, mais aussi extrêmement complexe. Ce que je viens de vous décrire jusque-là, ça représente des dizaines et des dizaines et des dizaines de pages de théorie dans un livre classique de physique des particules. Considérons une collision, disons, entre un électron et un photon. Typiquement un photon gamma, qu'on appelle une diffusion Compton. Dans ce cas-là, l'électron arrive, le gamma arrive, il diffuse, et le gamma est dévié ainsi que l'électron. C'est ce qu'on appelle la diffusion Compton. On peut aussi avoir des diffusions en plus basse énergie. Et avec des photons gamma, l'énergie est très élevée, il peut y avoir des créations de particules, des choses comme ça. Et donc on peut avoir, dans ce processus, l'électron qui absorbe le photon et puis le réémet. Une autre possibilité, à cause de l'incertitude sur l'énergie et la rapidité du processus, l'électron peut très bien émettre le photon tout de suite et absorber le photon incident juste après. On peut aussi avoir création d'un photon plus tôt et qui réabsorbé juste après. On peut aussi avoir d'autres processus. Par exemple, un photon qui tout d'un coup se divise en un électron et un positron qui s'annihile et redonne un photon. Donc le photon subit une toute petite interruption dans sa trajectoire. La seule chose qu'il faut pour ce genre de processus, c'est que à tout instant l'énergie totale soit conservée, ainsi que la charge électrique, etc., à cause des lois de conservation de ces quantités. Notons que dans tous ces processus, la particule ici, le photon ici, ces électrons-positrons ici, toutes ces particules apparaissent pendant le processus et disparaissent
pendant le processus. Donc ces particules ne sont pas présentes ni au départ, ni à l'arrivée. On parle alors de particules virtuelles. Alors, nous ne formalisons pas sur le nom. Ces particules sont virtuelles parce qu'elles apparaissent et disparaissent au processus, mais c'est des particules comme les autres. La seule chose, c'est ce phénomène-là, et alors le fait que leur durée de vie est très courte fait que leur énergie est très imprécise. Un détail pour nous ici. Tous des schémas comme ceux-là sont appelés des diagrammes de Feynman. Ces diagrammes ont des règles de construction, on ne peut pas faire n'importe quoi avec, mais il y a des règles qui permettent de les construire et de dire, tiens, voilà, pour un tel processus, disons, une particule X rencontre une particule Y, et redonne une particule X, une particule Y et une particule Z, par exemple. Les règles permettent, issues de la théorie, permettent de construire tous les diagrammes. En théorie, il peut y avoir une infinité de diagrammes. On peut avoir des photons qui apparaissent, qui disparaissent un peu dans tous les coins. Donc, on peut avoir une infinité de diagrammes. Mais on va se limiter aux diagrammes les plus simples. On a tous ces diagrammes et à chacun d'eux, on peut associer une formule qui va donner l'amplitude quantique du processus. Et comme tous ces processus sont possibles, on a en fait une superposition quantique de tous ces diagrammes. Le processus ici est la somme, la superposition quantique de toutes les interactions de ce type possibles. Et on fait la somme et on obtient l'amplitude associée à ce processus. C'est des outils mathématiques souvent très complexes à manipuler, c'est très lourd. Ça permet de calculer plein de choses. On peut par exemple calculer ce qu'on appelle les sections efficaces de collision. Donc toutes les collisions de particules, ça permet de calculer la probabilité d'avoir ce X, Y, Z ou tout autre processus. Ça permet de calculer les demi-vies. Par exemple, on a du positronium. Le positronium, c'est un électron et un anti-électron, donc un positron, qui tournent l'un autour de l'autre. L'un est négatif, l'un est positif, ils s'attirent et donc ils peuvent tourner l'un autour de l'autre. Mais comme ils ont tendance à s'annihiler, ça se transforme en 2 ou 3 photons. Le processus est assez rapide, mais il y a une demi-vie associée à cette structure, à ce positronium, un pseudo-atome, comme on dit aussi. Et on peut calculer la demi-vie du positronium. Ça permet aussi de calculer, par exemple, le champ coulombien, le champ électrostatique. Donc vous avez un électron, on va dire immobile, un autre électron, et ceux-ci vont s'échanger des photons virtuels. L'ensemble pouvant se décrire par des diagrammes comme cela. Et cela permet de calculer ou recalculer le champ coulombien avec des corrections quantiques à la théorie classique de l'électromagnétisme. Et ça a permis de donner des corrections et de faire des mesures d'une extraordinaire précision et de vérifier que la théorie était juste jusqu'à 7 décimales après la virgule. C'est des précisions incroyables. Un autre phénomène, c'est le cas où il n'y a rien à l'entrée, rien à la sortie. Mais on peut quand même avoir des diagrammes. Par exemple, on n'a rien, et puis hop, on a un électron et un positron qui tout de suite s'annihilent. Rien en entrée, rien en sortie. On peut même avoir, à l'intérieur de cette boucle, un échange d'un photon à l'intérieur. Et toutes sortes de diagrammes comme ça. C'est ce qu'on appelle des diagrammes vide-vide, qui représentent les fluctuations du vide. Donc, en physique, en théorie quantique des champs, le vide n'est pas vu comme neutre, sans rien. Il est animé de petites fluctuations décrites par ce type de diagramme. Notons que lorsqu'on fait des calculs habituels comme ceux-là, évidemment, ici il y a une entrée et une sortie, donc on n'a pas ça, mais on peut avoir ce diagramme-là
plus celui-là, par exemple. Mais les calculs montrent que tous ces diagrammes vide-vide s'éliminent. Donc la plupart du temps, ces fluctuations du vide n'ont pas besoin d'être prises en compte. Nous allons en reparler dans la prochaine vidéo. Nous parlerons d'un sujet qu'on entend souvent parler dans la vulgarisation, qui est l'énergie du vide. Je vous remercie.